Maintenant, on passe à la post-prod. Voilà, côté post-prod, qu'est-ce qui se passe? On va faire une couple de workflow. En fait, comment importer les fichiers de la... On va changer de place, je pense. Comment importer les fichiers de la 7D ou de la 5D vers Final Cut. Voir comment on peut, après ça, prendre du 720p 60. C'est vrai, du 60 frames par seconde que la 7D peut faire pour faire des beaux ralentis. Puis après ça, comment importer d'autres formats, comment faire du 24 aussi avec une coupe de filtres. On va passer à... de passer rapidement à travers ça. Ça peut être un peu technique, donc on va vous montrer comment ça peut être facile. La 7D tourne en plusieurs formats, dont donc elle fait du H264 en 1080 p 2398 en 2997, ce qui est 30, puis elle peut faire du 720p à 60 images secondes. Je vais vous montrer un peu la manière facile de l'importer. Comme Final Cut ne supporte pas directement les QuickTime pour les importer. En fait, un, il ne peut pas les importer, et deux, il ne peut pas travailler avec comme ils sont là. Il faut les convertir d'une manière ou d'une autre. En fait, on ne peut pas servir du log and transfer, on ne peut pas servir du log and capture. Fait qu'on va aller dans le compressor. Comme c'est des QuickTime, compressor est capable de les prendre. Donc, je vais prendre un des QuickTime que j'ai ici, puis je vais le draguer directement dans le compressor. J'aime faire. En fait, c'est important quand on commence d'aller dans les settings. Et ici, on se fait un nouveau preset de QuickTime Movie. Et voilà. Donc, dans les settings, ici, c'est là qu'on va aller choisir notre codec. On va y aller dans un ProRes très pas HQ. En fait, si vous ferez des tests, si vraiment vous voulez pousser votre fichier à fond, allez dans le HQ, mais le 444 et le HQ vont vous donner peu de edge que le standard vous donnera pas. En FPS, s'il vous plaît, quand vous faites avec la 7D, laissez-le en current, c'est ça que vous voulez faire. Si vous allez en 5D, vous pouvez le forcer à faire du 29,97 pour pas qu'il fasse du 30. Donc, nous, on va lui dire, en le laissant en current, on lui dit, si tu as fait du 24, reste du 24. Si tu as fait du 60, reste du 60. OK? Tantôt, je parlais, en fait, audio aussi. Allez, on va se faire de l'audio non compressé. Par défaut, Final Cut prend du 48, donc on va se faire du 48 kHz pour pouvoir travailler à peu près avec tous les autres formats que Final Cut va prendre. Je vous ai parlé tantôt que le DXA 5D introduisait une fréquence pour ajuster le gain automatique de la 5D et de la 7D. Où on peut aller le couper, c'est là dans mon 4e onglet qui est les filtres. J'ai des filtres audio et j'ai un EQ graphique. À partir de là, je peux prendre la 31 bandes et aller baisser mon 20 kHz à moins 20, ce qui va faire disparaître la fréquence. Puis tout ça va se faire en passant du H264 au ProRes. En fait, important, celle-là, il ne faut pas l'oublier, c'est d'aller mettre, si vous ne voulez pas changer la résolution, si vous êtes en 720p, vous voulez rester en 720p. Si vous êtes en 1080, restez en 1080, 100% off source. Comme ça, il ne touchera pas du tout. Sauver. En fait, on peut lui donner un nom. On va l'appeler ProRes. 20 kHz. 1080. Voilà. Fait qu'après ça, dans nos presets, on a juste à le draguer dessus. On peut en aligner plusieurs et on soumet, puis ça va nous faire des ProRes dans le format qu'on vient de faire, en enlevant la fréquence du DXA en une passe. Donc, après ça, en fait, ça nous fait des QuickTime qu'on peut directement draguer dans une bin de Final Cut. L'autre chose, en fait, je vais vous montrer tout de suite. Si j'ai un clip en 720p 60 et que je veux en faire du 24, le fun avec ça, c'est que je n'ai pas besoin de, si je veux faire un ralenti, d'inventer des frames pour étirer mon clip de 10 secondes à 2 secondes et demie. Ce que je veux faire, c'est juste dire, prends tes 60 frames et au lieu de jouer le 61e frame à la 2e seconde, joue-les plus tard et joue-moi 24 frames par seconde. Ce que ça va faire, c'était pas clair ça, hein?
Excusez. En fait, c'est au lieu de jouer les 60 frames sur une seconde, il va les jouer sur 2 secondes et demie pour donner 24 images par seconde. Donc, ce qu'on a à faire, c'est que j'ai déjà fait un preset, j'ai converti en ProRes, comme j'ai fait là, un clip de... En fait, ici, je vais aller choisir. Ici, je suis allé filmer des oiseaux dans un parc, seul. Donc là, j'ai décidé, je faisais un court-métrage, puis là, il fallait que tout d'un coup, je fasse un ralenti avec des oiseaux, parce qu'il y avait quelqu'un qui filait pas, puis qui se promenait dans un parc, puis c'était bien nostalgique, en tout cas. Vous allez voir, c'est beau, tantôt. Donc, je peux faire la même chose. Donc, je vais faire vite un preset. Je reprends le même preset. Je vais le modifier. Dans mes settings, bon, j'ai les mêmes paramètres de compression. Dans mon frame size, je viens le forcer à 1920 par 1080. Donc, j'aurais pu du 1080 en 24 et du 720p à 60. Je vais tout monter tout de suite à 1080. Sauver. Puis, ce que je peux faire aussi, en fait, je vais ramener toutes mes barres. Voilà. Puis, je vais amener mon viewer preview. C'est que je vais aller sélectionner la partie que je veux. Qui où la méchante mouette vole le bout de pain de la gentille mouette. Voilà. Fait qu'en mettant un NR, je peux juste sélectionner la partie que je veux importer. Bon, à partir de là, ben, je peux sauver mon preset. Et j'avais prévu la shot. Je m'étais fait déjà un clip converti. En fait, vous voyez, j'ai un clip en 1080. Oups, excusez, parce que j'ai plus un écran 1080 ici. Donc c'est ma mouette qui se fait attaquer. Assez rapide. Donc, ce que je veux faire, c'est prendre ça et dire à mon clip, joue ça je veux dire, à QuickTime de jouer ça à 24p au lieu d'à 60p. Donc, je vais me faire une copie, juste en faisant un duplicate. Donc, il vient de me faire une copie. Donc, j'ai un clip complètement indépendant. Donc, là, on va aller ouvrir un outil qui s'appelle Cinématose que personne n'a ouvert jusqu'à présent. Fait qu'on va ouvrir Cinématose ensemble pour une première fois. Donc, je vais chercher Cinématose. Voilà. Dans Cinématose, écoute, vous allez voir, c'est tellement simple, là. J'ouvre un clip. Je lui dis, ouvre ma copie. Donc, ici, j'ai mon attaque de mouette. Ici, j'ai un petit bouton qui s'appelle Conforme. Je clique dessus et je lui dis Conforme à 23,98. Clique. C'est fait. Non, il est sauvé. En fait, il a changé le métadata de mon clip. Il n'a pas fait un nouveau clip. Il n'a pas réécrit le clip. Il a juste changé l'information de dire... Donc, quand QuickTime va ouvrir le clip, il va le voir à 23,98 et non plus à 60. Donc, maintenant... Donc, maintenant... Puis là, si je veux le ralentir plus, maintenant, avec l'Optical Flow qu'il y a dans Final Cut, je peux encore y donner un 50 %. Puis il va être quand même beau. Donc, on peut se ramasser à quelque chose qui est quand même assez lent. Puis... Ah, il y a un petit côté préhistorique là, qu'on apprécie. Donc, c'était comment passer du 720p 60 à du 1080p 2398 en faisant un ralenti. Question? Ça prend beaucoup de temps à convertir en tant que de H264 à ProRes? Oui, ça peut être assez long, mais c'est plus vite que du temps réel avec un Mac Pro. Okay. C'est plus vite que du temps réel. Là. Donc, c'est plus vite que numériser un tape. Là. Ça se fait quand même assez bien. Si tu fais du resize de 720 à 1080, ça peut être un peu plus long, des trucs comme ça. En fait, des fois, même avec des Mac Pro, ça peut être une question de disque dur aussi, d'écriture. Si tu envoies d'un bon disque dur à un autre disque dur rapide, ça peut aider grandement.
Si vous n'avez pas tourné, en fait, l'autre chose aussi qui est, là on a passé du 60 à 23,98, on peut le faire aussi de 29,97 à 23,98. Sinon, comme si vous avez tourné en 5D et vous voulez un look 24, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des logiciels, il y a des plugins qui permettent de le faire. En fait, je vais vous montrer, il y a des plugins. Qui servent juste à ça, comme à faire des time warp. Il y a Twixtor, qui est un plugin qui coûte dans les... Excusez-moi. Qui coûte 330 $ ou 595 pour la version Pro, qui fonctionne avec Final Cut, After Effects, Final Cut Express, Avid et tous les logiciels de compositing aussi, qui peuvent vous permettre, en fait c'est ça que tantôt, c'est le plugin dont Alain a parlé tantôt, qui vous permet de prendre votre clip final que vous avez monté à 29,97 et lui donner les 24p, un look 24p cinéma à la fin. Donc, c'est aussi simple que prendre votre clip, faites votre montage avant, sortez un QuickTime Movie, réimportez-le dans une séquence et à partir de là, appliquez votre 24. Ça va être beaucoup moins de trous, vous allez travailler beaucoup plus facilement en faisant votre montage, puis après ça, vous allez pouvoir travailler votre look. Oui, c'est ça. Donc, en fait, je ne passerai pas à travers tous les menus. Ils ont tous des tutoriels sur les sites de Twixtor, des autres plugins que je vais vous présenter, puis ils ont des manuels assez complets. Puis je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble En fait, ça, c'est Twixtor standard. Vous voyez le filtre. Puis si on tombe dans le Pro pour vraiment aller tweaker des trucs de film, puis comment il va faire son interpolation des 30 frames aux 24 frames. Si on prend le Pro, écoute, on en a un peu plus, là. Puis on peut mettre des points de tracking qui sont importants à garder. En tout cas, c'est ce genre d'affaires. Ou sinon, si vous voulez utiliser... Si vous êtes on a budget, ce qui existe aussi, c'est un plugin de notre ami Graham Nattress qui s'appelle Film Effects. Film Effects, c'est un bundle qui vous permet d'enlever du pull-down, d'ajouter du pull-down et de donner un look 24p à un fichier en 29,97. Yeah! Merci. Donc, en fait, il y a vraiment une démarche à suivre si vous voulez passer de 24 à 30, de 30 à 24. Puis, en fait, à 99 $, c'est assez bon marché pour ce que ça fait. Ah, j'ai fermé la présentation. Je suis vilain. Non, on l'a. Mon Dieu. Fait que, il reste une chose à voir. En fait, je vous ai dit que comme les Canon et les Nikon tournent en AVI et en MOV. Dans des codecs, en fait, pour les movies, les points MOV des Canon sont en H.264. Final Cut Pro ne travaille pas en H.264, donc il faut les convertir. Et pour les Nikon, c'est des AVI. Donc, là aussi, il faut faire à peu près la même procédure pour les convertir. La GH1, la petite caméra qu'on a là, est faite par Panasonic. Panasonic, HVX200, même fabricant. Final Cut aime beaucoup plus ça. Je vais vous montrer. En fait, on a pris une carte, on l'a transférée sur mon disque dur. Et avec cette caméra-là, je peux utiliser Log and Transfer. Donc, ce que j'ai à faire, c'est d'aller sur mon disque dur, d'aller chercher la carte transférée. Et là, je parle de tout le contenu de la carte et non pas juste des clips. Je vais chercher ma carte et là, il va me montrer les clips qui sont sur la carte. Je vais pouvoir les visionner. Montrer du jello. Excellent. Mettre des in-out, faire un login, mettre la scène, la take, l'angle de caméra si on a plusieurs angles. Et
je vais pouvoir choisir ici dans les préférences si je veux que mon AVC soit en ProRes, HQ, Proxy ou en Intermediate Codec qu'il ne faut pas utiliser. Alors, à partir de là, écoute, on dit Add Clip to Queue. Puis il va l'importer dans notre Capture Scratch de Final Cut. Avec la nouvelle version de Final Cut 7, c'est possible avec le Log and Transfer de dire dès qu'on met une carte SD de la GH1 avec les nouveaux MacBooks, tu rentres ta carte dedans. Si Log and Transfer est ouvert, il va se mettre à importer automatiquement ton footage en ProRes dans Final Cut. Donc, c'est un des avantages de travailler avec cette caméra-là pour la post-production. Fait que voilà, c'est un peu ça la post-prod. Après ça, vous avez des fichiers HD ProRes. Vous faites votre montage comme avec les autres. C'est comme travailler avec une HX200, comme travailler avec une X3. Donc, ceci annonce la fin de notre soirée. Donc, en conclusion, Alain? Oui, Oui? Oui, en conclusion, on en a parlé un peu, la D-Mark IV et la D3S, ils s'en viennent. Puis, on voit pour les... Nikon et Canon, c'est les deux gros joueurs dans le domaine des SLR. Puis c'est eux qui vont l'aider la voie finalement à dire c'est quoi qui s'en vient comme appareil. Puis ils ne vont pas s'arrêter là. Donc là, l'année passée, ils ont sorti finalement, Canon était le premier à sortir avec la 5D, les modèles professionnels intermédiaires. Nikon commence à répliquer. Ils sortent tous les deux leur gros modèle pour en début 2010. Puis ça va continuer comme ça. C'est pas un mouvement qui va arrêter. Les gens ont vu c'est quoi que c'est capable de faire. Donc, on peut s'attendre à ce que toute la prochaine génération de modèles devienne de mieux en mieux. Les critères sur lesquels ils ont travaillé, bien là, on voit les deux vont ISO 2400. À croire que ce sont parlés ensemble pour arrêter à cette limite-là. Les deux, en fait, je vais le dire, ils ont des excellentes caméras point de vue focus et tout. Le point que je veux dire, finalement, c'est que quand Red a commencé à annoncer la Scarlett, les gens disaient « Mon Dieu, j'ai plus besoin d'avoir une caméra de HD DSLR, ça va faire la job. » Mais finalement, Canon et Nikon ont répliqué. Puis là, il reste à voir un peu ça va être quoi qui va se passer avec Red, c'est quoi qui vont sortir. C'est sûr, c'est des caméras complètement différentes, je ne vais pas commencer un débat là-dessus. Mais point de vue possibilité puis coût, les gens disent déjà une Red, ça coûte bien moins cher qu'avoir un vrai équipement de cinéma pour filmer. Mais la 5D puis les HD DSLR, c'est encore la même chose. Ça coûte encore moins cher qu'une Red. Tu as encore beaucoup d'inconvénients. Mais si tu n'as pas l'argent pour, ça te permet de filmer. Ça te permet d'être créatif. Les gens qui sont les plus créatifs, ce n'est pas les gens qui ont plein d'argent. Eux vont faire des films safe pour faire l'argent. Ils ne veulent pas perdre l'argent. C'est la personne qui n'a rien qui risque d'essayer quelque chose d'expérimental. Ça risque d'être super pourri, mais une fois de temps en temps, il y a un génie. Puis présentement, les génies, quand on regarde sur YouTube, c'est tout le temps des vidéos je ne vais pas dire vidéo pourrie, vidéo laid, c'est mal filmé. Il n'y a pas de contrôle sur la profondeur de champ. On voit qu'ils peuvent avoir une super bonne idée, mais quand c'est le temps de la réaliser dans l'exécution, ça foire tout le temps. Ces caméras-là mettent une pression à la baisse sur les prix. La 7D, ça coûte vraiment pas cher. Présentement, n'importe qui est capable de faire un film qui va avoir un look professionnel. N'importe qui est capable d'emprunter 10 000 $. Parce que s'il y a une job, mais c'est facile d'avoir 10 000 $. Puis pour 10 000 $, tu es capable d'avoir un bon set, tu vas être rigué, tu vas avoir ta caméra, quelques objectifs. Il faut juste que tu aies l'idée. Puis dans les prochains mois, c'est ça qui va arriver. Les gens qui sont créatifs, ils ne seront plus limités. Ils ne pourront pas dire « Ah, mon Dieu, je ne peux pas avoir tel look parce que je ne filme pas en 35 mm, par exemple. » Donc, il va y avoir beaucoup, je pense, de choses créatives et belles qui vont sortir. Puis sinon, dans la lancée, écoute, tantôt on a parlé de RAW, on a parlé, oui, on a des limites de compression H264, on a des lignes. Puis pour placer ça un peu dans le contexte, en fait là, on vous a dit qu'on allait avoir la D3S la semaine prochaine. Aussi, on a le 30 Red qui annonce ça va être le dévoilement un peu de leur feuille de route. Où on a laissé la dernière fois, c'est qu'on parlait de caméras comme la Scarlett qui vont tourner à 120 frames secondes en RAW pour en bas de 4 000 $ à 3 500 avec une lentille fixe. Le boîtier comme tel, sinon, sans le lentille avec une lentille interchangeable, c'était 2 900 $ pour tourner en RAW à cette vitesse-là sur un codec quand même qui a fait ses preuves sur lesquelles on peut
qu'on a beaucoup de latitude. Puis après ça, on tombe dans des formats avec des capteurs 35 qui semblent toujours être en bas, dans la série Scarlett, en bas de 30 000 en bas de 15 000 même pour les Scarlett, je pense, hein, c'est ça. Donc, avec des manques qu'on peut mettre, oui, on va pouvoir mettre des Nikon, des Canon, on va pouvoir mettre des lentilles avec des pays allemandes dessus. Fait en fait, oui, la 5D, la 7D, ils ont leur place, la 1D va avoir sa place, mais quand on va vouloir pousser, oui, le 35 est toujours là, oui, on va pouvoir tourner, si on a besoin de latitude, on va pouvoir prendre une Scarlett ou encore une Red qui est toujours très bonne, ou sinon en HD cam si on a besoin de tourner pour 1h30 de matériel. C'était un peu pour comme replacer ça. Sinon, ben, en fait, on a le firmware hack, on l'a passé à travers. Passé aussi. Puis, ce qu'on n'a pas parlé, en fait, c'est un peu la surprise qui est sortie avec la Canon 5D. Ça fait longtemps que Canon travaillait, qu'il y avait un modèle de caméra photo dans le lab qui faisait de la vidéo en HD, puis il se faisait taper sur les doigts par Canon Vidéo, qui, eux, ben, vendaient des XL-H1, vendaient des caméras HDV avec des lentilles interchangeables, des trucs comme ça. Puis, à un moment donné, ben, ils l'ont sorti, puis ils se sont un peu, pas tirés dans le pied, mais ils ont été aussi surpris que tous les consommateurs qui sont tombés sur cette caméra-là. Fait que, mais maintenant, je pense que le bal est parti, le bal est lancé. Fait qu'on risque d'avoir beaucoup de caméras dans ce genre-là. Il y a déjà des rumeurs de Sony qui vont mettre une chip 35 mm DSLR dans une caméra vidéo faite pour de la vidéo. Sinon, il y a l'éternelle bataille Canon-Nikon, dont le meilleur exemple est encore la D3S puis la 1D, que les deux se battent, c'est une escalade. On va voir où est-ce que ça va finir. En fait, là-dedans, c'est encore nous qui sommes gagnants. Fait que... La transformation des marchés, c'est un peu ce qu'on a dit avant. C'est maintenant, les gens, c'est facile de filmer avec Final Cut. On a les mêmes outils que les gens qui produisent des films avec des budgets de millions de dollars utilisent. Avec Color, on peut donner un beau look à notre film. Donc, le marché va devoir s'adapter. Avec la distribution sur Vimeo, les gens, on a beaucoup de visibilité à notre clip s'il est bon. Donc, on peut s'attendre à ce que, quand Vincent Laforêt disait que c'est un game changer, oui, ça l'est. Les gens ont commencé à se l'approprier, ont commencé à apprendre comment l'utiliser. On parlait tantôt, excuse-moi, j'ai oublié ton nom, quand tu disais, y a-t-il des gens ici dans un environnement professionnel, ils ont filmé avec leur 5D? La personne avec qui il filme avec moi, lui, il a filmé plusieurs choses de façon professionnelle pour des postes de télévision finalement avec la 5D. Puis même, il leur a dit, puis le poste de télévision a dit « Oui, OK, c'est beau, on est d'accord avec ça, on n'a pas de problème. »